Covid, en bref, vous savez que je parle très peu du virus, mais tout de même, quelques informations quand même pour prendre un petit peu de recul. En ce moment, il y a plus de 100 000 personnes qui sont hospitalisées aux États-Unis. C'est un record absolu. Le pays a en outre enregistré un peu plus de 2700 morts hier en 24 heures. C'est là-bas le jour le plus meurtrier depuis que la pandémie a commencé, ce qui valide encore la non-élection de Trump pour qui il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de virus, et aussi la défaite de Bolsonaro au Brésil. Je précise que j'ai fait un post là-dessus que vous pouvez retrouver sur Facebook. Voilà, pour les auditeurs, je poste pas mal d'informations sur Facebook. Il suffit de taper Rehan et SH, Rehan espace SH pour me retrouver sur Facebook. REHAN espace SH. Voilà, donc vous aurez là-dessus des informations sur le Brésil. Sinon, les Anglais et les Russes commencent la vaccination de masse la semaine prochaine. Voilà, ça y est, c'est parti Kiki, la vaccination, c'était pas de la blague, ils l'ont dit, ils l'ont fait. Ça démarre, les Russes notamment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Barack Obama, George Bush et Clinton ont annoncé publiquement qu'ils étaient prêts à se faire vacciner en public contre le Covid-19. Alors du coup, moi je sais plus si je suis pour que le vaccin y marche ou si je veux qu'il ait des effets secondaires graves. À force, Bon, bref, blague à part, la Suède vient aussi de refermer ses lycées, voilà, face à une deuxième vague qui est au plus haut. En Turquie, enfin, à propos du Covid, l'association des médecins estime que les autorités minimisent la gravité de la situation pour ne pas affoler la situation, car le gouvernement d'Erdogan est totalement incapable de faire face à la deuxième vague de l'épidémie qui est en cours actuellement en Turquie. Et bien voilà, au lieu d'envoyer des bateaux dans la Méditerranée, il ferait mieux de financer son système de santé, au lieu de chercher et d'embêter les Arméniens, il ferait mieux de développer ses hôpitaux. Si bien que aujourd'hui, le système de santé turc est totalement mis à mal par la crise, parce que voilà, il y a une crise générale économique en Turquie qui a été accélérée par la politique de cet islamiste capitaliste. Voilà, la situation est tellement grave en Turquie actuellement que le dictateur a interdit en novembre, salut Agnès, a interdit les congés des personnels de santé, mais aussi, il a carrément interdit aussi les démissions et les départs en retraite. Donc, si vous bossez en Turquie, que vous êtes infirmière, que vous en pouvez plus, que vous voulez démissionner d'hôpital, eh ben, vous pouvez pas. Parce que si vous démissionnez en Turquie, vous avez un procès, vous pouvez aller en prison. Voilà ce qui se passe. L'association des médecins turcs dresse un bilan alarmant. Les hôpitaux sont surchargés, le personnel médical est épuisé, ce qui rappelle par ailleurs la situation dans d'autres pays, par exemple en Grèce, juste à côté, mais aussi en Espagne. Précision d'ailleurs, à Madrid, un grand hôpital spectacle a été créé, un grand entrepôt, et il attendait plus de 600 médecins volontaires, sauf qu'il n'y a qu'une centaine qui ont répondu. La grande majorité des infirmiers et des médecins à Madrid ont dit fuck au gouvernement. Ils veulent une politique de santé sérieuse à l'intérieur des hôpitaux et pas juste des hangars spectaculaires. En tout cas, en Turquie, comme aux États-Unis, comme au Brésil, une fois encore, le virus opère son travail de vérité contre les populistes qui se font prendre en défaut par ce virus. Il contribue actuellement en Turquie à cramer l'image d'Erdogan, et voilà, qui s'est d'ailleurs aussi fait remettre en place hier soir par les autorités américaines, par un ancien haut responsable américain. En bref, toujours un petit mot à propos des travailleurs saisonniers. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette info, c'est aussi le lien avec le virus. J'ai appris hier qu'environ 300 Marocains vont être acheminés courant décembre en avion vers les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse à la demande d'exploitants agricoles qui manquent de main-d'œuvre en raison de la fermeture des frontières extérieures de l'Europe. Oh, les pauvres exploitants agricoles du Vaucluse. Et bien du coup, comme en octobre, lorsqu'un pont aérien avait été carrément mis en place pour permettre l'arrivée de 900 travailleurs saisonniers marocains pour sauver les récoltes de clémentines en Corse, bonjour la dépense d'eau là-bas, le massacre des ressources hydriques. À chaque fois, donc, un strict protocole sanitaire est mis en place et est imposé à ces pauvres ouvriers marocains. Ils sont testés au départ et à l'arrivée, et puis encore une fois, 7 jours après leur arrivée. Et ils doivent évidemment rester entre eux. Voilà, donc alors si ça, le fait que actuellement on déporte des centaines de Marocains en avion pour ramasser les fruits que nous, on n'est pas foutu de ramasser en France, si ça, c'est pas une forme grossière de néocolonialisme, je sais pas quoi vous dire. Des exploitants
Donc, dans le Vaucluse et dans le Vaucluse et dans le Var. Il faut imaginer ce que c'est un grand exploitant qui a les moyens de financer le voyage en avion d'ouvriers marocains. En général, c'est des gens qui pèsent. Et c'est des gens qui, par hasard, comme c'est le cas des grands exploitants en Corse, on va m'accuser de faire des caricatures, mais c'est des gens qui sont particulièrement racistes. Si vous connaissez un peu le sud et la Corse, vous saurez que les grands exploitants sont particulièrement racistes. Et donc, c'est eux qui acheminent par avion des centaines et des centaines d'indigènes pour qu'ils viennent faire le sale travail ici en France, dans leurs immenses exploitations, avant de les renvoyer chez eux avec une poignée de piécettes, parce que là-bas, bah, ça leur suffira pour vivre pendant 6 mois au Maroc. Et donc, ce qui se passe là, c'est tout simplement dégueulasse. C'est de la pure exploitation et de la pure mise en concurrence des dominés que nous sommes tous. Voilà. Alors, les exploitants agricoles disent qu'ils ne peuvent pas employer des Français, nous autres, pauvres cons que nous sommes, parce qu'on n'est pas formés. Alors, je voudrais leur dire à ces exploitants qui font voyager, qui mettent en quarantaine des Marocains pour qu'ils ramassent leurs clémentines, je voudrais leur dire que si nous, les jeunes Français, on n'est pas formés pour vos tâches de merde, c'est parce que vous avez toujours refusé de nous payer correctement. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Français qui veulent le faire. Et si les Marocains le font, c'est parce qu'ils crèvent encore plus la dalle dans leur pays. C'est pareil pour les Polonais. Donc, commencez par payer les gens correctement. Moi, par exemple, personnellement, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé d'aller récolter les abricots et tout. Bon, je l'ai fait un peu, mais j'ai pété un câble quand j'ai vu avec quoi roulait le propriétaire de l'exploitation. Alors, bien sûr, il travaille beaucoup, mais quand j'ai vu la taille de son tracteur, je me suis dit que quand même, il pouvait nous payer un peu plus que 9,42 € de l'heure, ce qui était le cas de mon salaire à l'époque, pour ramasser des abricots archi-traités chimiquement et qu'il allait vendre une blinde et que de toute façon, c'est pas ça qui le fait vivre, c'est les subventions sur lesquelles il s'appuie. Et que par ailleurs, il défonce les ressources des nappes phréatiques en arrosant n'importe comment, à n'importe quelle période de la journée. Bref, voilà pour la colère contre les exploitants agricoles qui déportent des Marocains pour les exploiter chez nous. Puisqu'on parle du Maghreb, un petit mot de l'Algérie. Hier, la dictature militaire algérienne, très chaleureusement soutenue par Emmanuel Macron, vous vous rappelez, j'en avais parlé. D'ailleurs, Tebboune, on ne sait toujours pas où il est. Hein, il est toujours entre l'Allemagne et l'Algérie. Ils disent qu'il va rentrer, mais on ne sait pas trop quand. On ne sait pas comment il va. Toujours. Bref, la dictature militaire algérienne a bloqué plusieurs sites d'information, ce qui accentue le verrouillage du paysage médiatique en Algérie. Je précise que 90 personnes sont actuellement emprisonnées en Algérie pour des publications sur Facebook, des publications du genre de ce que je fais là. Voilà. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse en 2020, établi par RSF, Reporters sans frontières, un recul de 5 places par rapport à 2019 et de 27 places par rapport à 2015. Et c'est ce régime-là qu'Emmanuel Macron a félicité et encouragé solidement dans le magazine Jeune Afrique. Sur la liberté de la presse, toujours, puisque ça nous concerne, nous sommes un média libre, le gouvernement conservateur de Slovénie a coupé les fonds à son agence de presse, c'est comme si c'était l'AFP, car il l'a considérée trop critique. Et en France, enfin, des journalistes du magazine scientifique de démocratisation scientifique, le magazine Science et Vie, sont actuellement en grève. Il y a même eu des démissions. Pourquoi? Parce que le magazine a été racheté par un grand groupe qui fait n'importe quoi et qui voilà, veut avoir la main mise sur les contenus scientifiques qui seront diffusés. Donc, nous avons la chance d'être dans un pays où la liberté d'expression et la liberté d'information existent encore et où la vérité peut encore exister. Profitons-en. Un jour, hélas, peut-être que la censure sera un problème réel ici en France et qu'on n'aura plus beaucoup d'infos solides sur lesquelles s'appuyer. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc arrêtons d'inventer des sornettes. On a la chance, contrairement à ce qui se passe en Algérie, en Chine par exemple, de ne pas avoir un Internet trop censuré. Profitons-en, n'inventons pas des complots, si possible. Oui, il n'y en a pas. Euh, voilà qui m'amène donc à parler de la technologie et donc de Facebook. Facebook a désactivé 167 pages et groupes ainsi que 653 publications dans la période au Vietnam, dans la période récente, sur demande du ministère de l'Information, donc dans ce régime totalitaire communiste qu'est le Vietnam. C'est une conséquence logique de l'acceptation par le réseau social Facebook, sur lesquels nous sommes à peu près tous, de se plier, Facebook ou Instagram, hein, Instagram c'est pareil, c'est possédé par Facebook, de se plier à des règles gouvernementales plus dures de censure des messages considérés comme anti-étatiques. Facebook avait en effet été mis au pied du mur il y a quelques temps, entre février et début avril, et l'accès à Facebook, Messenger et Instagram avait été très fortement ralenti au Vietnam sur décision du gouvernement. Voilà, ça c'est ce qui risque de se passer, c'est ce qui se passe déjà dans beaucoup de pays, que ce soit en Amérique latine, par exemple à Cuba, mais aussi en Asie et aussi donc dans certains pays arabes. Les gouvernements essaient de bloquer les réseaux sociaux. L'accès avait été restauré quand l'entreprise Facebook avait finalement accepté d'appliquer les nouvelles règles et donc de se soumettre à cette dictature communiste.
Certaines publications concernant des sujets controversés dans le pays ont aussi été rendues inaccessibles sur YouTube. YouTube, je précise que c'est détenu par Google. Pour les utilisateurs habitant au Vietnam, le ministre de l'Information du Vietnam s'est de son côté félicité, et il est content, lui, que les entreprises comme Facebook et Google se conformassent à un rythme plus élevé aux demandes de retrait du gouvernement vietnamien. Selon lui, Facebook s'est récemment conformé à 95% des demandes de retrait du gouvernement et YouTube à 90%. Chouette, ils font le boulot des dictateurs. Google reconnaît de son côté que 81 vidéos ont été supprimées au premier semestre 2020. Mais du coup, si on se rappelle de ces chiffres, 80 vidéos et quelques centaines de posts pour Facebook, en fait, c'est assez peu. Ça reste un volume limité par rapport à l'échelle d'un pays. Donc, en effet, Google et Facebook suppriment des trucs et pratiquent la censure dans ces pays, mais en nombre, en valeur absolue, c'est pas aussi grave que ça pourrait nous sembler. De manière générale, Facebook et YouTube sont particulièrement populaires au Vietnam, où les médias indépendants sont par ailleurs totalement interdits. Des chiffres du gouvernement lui-même, valant pour août 2019 et cités dans l'agence Reuters, donnaient 58 millions d'utilisateurs de Facebook et 62 millions de comptes Google pour un pays d'environ 95 millions d'habitants. Donc on apprend qu'il y a beaucoup de monde au Vietnam. Je n'avais pas idée qu'il y avait 95 millions d'habitants au Vietnam. Ils sont très 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 nombreux. Et là-bas, la majorité des gens ont Facebook ou alors la majorité des gens ont Google et la majorité ont l'un ou l'autre. Et dans un pays où il y a une très très forte censure, il n'y a pas de médias libres, eh bien c'est très important de se rendre compte que c'est grâce à cette technologie que les gens s'informent. Donc, malgré des réformes plus libérales économiquement et socialement conduites ces dernières années, entre guillemets, dans le régime vietnamien, ce pays reste l'un des pays où la liberté d'expression est la plus restreinte sur Terre. Le pays est classé 175 sur 180 dans le classement de RSF, dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'Algérie. Voilà, excusez-moi, ça a sauté. Tout ça pour dire que donc, les reporters là-bas qui essaient de développer une liberté de la presse considèrent que c'est un dangereux précédent que Facebook et Google acceptent d'obéir aux demandes gouvernementales de censure. Ils craignent que ce soit un modèle, que ça soit imité dans les autres pays du monde, comme ça a été le cas déjà avec la Chine, où vous savez que certains emojis, par exemple, n'existent pas sur l'Internet chinois et que Apple a répondu aux demandes du dictateur chinois. Mais tout ça, c'est un dilemme très compliqué, cette histoire de réseaux sociaux, parce que, une fois n'est pas coutume, je voudrais essayer de me faire l'avocat du diable en essayant de défendre la position de Google et de Facebook. Eux, il faut savoir qu'ils disent, ils prétendent lutter pour la liberté. En fait, on sait bien qu'ils luttent pour le fric, mais bon, essayons de les comprendre. Et eux, ils disent qu'ils sont pragmatiques. Leur position est qu'ils préfèrent rester au Vietnam ou en Chine, quitte à censurer un peu, et en tout cas permettre massivement une présence et des communications autonomes entre les habitants plutôt que de se faire totalement couper par le gouvernement. Ce débat est complexe, mais j'aurais tendance à dire que 700 postes supprimés sur l'Internet vietnamien, quand on sait qu'il y a 70 millions de Vietnamiens qui ont Facebook ou Google, je préfère qu'ils continuent à utiliser Facebook et Google plutôt qu'il n'y ait plus rien du tout, quitte à ce qu'il y ait un petit peu de censure pour donner le gage au gouvernement, mais qui regardent des vidéos, y compris des vidéos qui n'ont rien à voir. Si par Facebook, ils peuvent regarder des vidéos de K-pop qui, elles, ne sont pas censurées, parce que la K-pop de BTS n'est pas censurée en Asie, s'ils regardent ça et que ça passe, eh bien, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas par des articles radicaux du Monde ou du monde diplomatique que la prise de conscience va se faire. C'est peut-être par des paroles qui sont discrètement instillées dans BTS, par les apparences physiques des chanteurs de BTS, que la libération et des ferments de révolte peuvent éventuellement passer. En bref, toujours, l'ONU reconnaît aujourd'hui officiellement l'utilité médicale du cannabis. Et bim, une victoire de plus. La Commission des stupéfiants des Nations Unies, la CND, l'organe qui décide quelles substances sont considérées comme des drogues au vu du droit international, a approuvé mercredi 2 décembre, hier, la reclassification du cannabis et de sa résine dans les conventions internationales reconnaissant de fait son utilité médicale. Jusqu'ici, le cannabis et sa résine étaient considérés, selon le classement dans l'annexe des conventions machin, qui datant de 1961, comme il était classé dans les trucs hyper restrictifs. Le vote a été très serré, 27 contre 25, avec une abstention. C'est donc passé de très peu lors de la 63e session du CND qui a suivi sur ce coup-là les recommandations de l'OMS, donc reconnaissant l'utilité du cannabis. Les instances internationales sur le contrôle des drogues sont des organes habitués à l'inertie. Grosso modo, ils ne bougent pas sur la question des drogues. Il est très rare qu'un vote fasse bouger aussi distinctement les lignes, c'est pourquoi je vous en parle.
C'est la première fois depuis 1916 que l'on reconnaît au niveau international l'intérêt thérapeutique du cannabis. Depuis plus d'un siècle, les conventions internationales sur les drogues maintenaient ce produit comme dangereux et sans intérêt médical. En 2020, donc, l'ONU reconnaît le contraire. Si vous vous faites arrêter demain, vous pourrez dire que c'est à des fins médicales, comme le dit l'ONU et comme le dit l'OMS, qui nous dit aussi de porter le masque. Voilà. Euh, Avant d'en venir au patriarcat, ce que je n'aurai pas le temps de faire aujourd'hui, un petit mot sur le racisme. On m'accuse souvent d'être doublement caricatural lorsque je dis que les Argentins sont les Italiens de l'Amérique latine, sauf que les gens qui me disent ça, ce ne sont pas des femmes boliviennes, par exemple, qui, elles, voient très bien ce que je veux dire quand je leur dis ça. Bref, cet après-midi, j'ai pu découvrir, à ma grande joie, qu'après l'affaire Maradona, je rappelle qu'une footballeuse espagnole a boycotté l'hommage à Maradona en disant que c'était pas du tout une bonne façon de faire de la politique, que la bonne façon serait plutôt de faire une minute de silence chaque année pour les femmes, par exemple, victimes des violences dont a parlé Agnès. Aujourd'hui est sorti un scandale dans le rugby argentin. Alors là aussi, rugby argentin, dans ma tête, ça fait bing boum, double cliché, là forcément, je rigole. Alors, je vais laisser la parole à une star du rugby argentin, l'Argentin Pablo Matera, qui est actuellement joueur au stade français, puisqu'il a été recruté par le stade français en 2019. Cet homme-là, un rugbyman célèbre argentin, a écrit, donc carrément publié sur Twitter, il a écrit ceci. Il y a quelques années, il a écrit belle matinée pour sortir faire un tour en voiture et écraser des Noirs. Il a écrit aussi la haine envers les Boliviens et les Paraguayens que nous autres Argentins avons, elle vient de la fois où un cheveu de la bonne est tombé dans ton repas. Ensuite, il a écrit qu'est-ce qu'une boniche enceinte de triplé? Un kit de ménage. Voilà ce que disent les rugbyman argentins. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui le disent. C'est pas moi qui fais des caricatures, ils le font tout seuls se caricaturer. Et en plus ils viennent jouer au rugby en France, mais qui restent en Argentine, qui crèvent là-bas en bouffant de la viande et du virus aussi. Les tweets de Pablo Matera, donc ce grand joueur de rugby argentin, de Guido Petti et de Santiago Socino, publiés entre 2011 et 2013, qui sont remontés à la surface ces dernières semaines, ont choqué l'opinion publique, tu m'étonnes, en pleine lutte contre les violences faites aux Noirs et renforcer la perception d'un sport à peu près élitiste et xénophobe, pratiqué historiquement par les Argentins issus des classes sociales les plus aisées et coloniales, ne l'oubliez jamais, et qui se sentent supérieurs au reste de la société et qui de fait font quand même à peu près, ils sont supérieurs physiquement, ils font 2 têtes de plus que la plupart des Boliviens par exemple. Donc quand on les voit faire du tourisme dans le reste de l'Amérique latine, les Argentins, ils ont tendance à 3 joueurs de rugby ont été donc épinglés pour ces publications racistes. La fédération argentine, qui les avait suspendus à titre conservatoire lundi, a levé cette sanction mercredi. Les Pumas, la célèbre sélection argentine de rugby, sont sous le feu des critiques après que d'anciens tweets xénophobes, donc sexistes et classistes, sont remontés à la surface, comme je vous le disais. 3 joueurs sont concernés. Les rugbyman ont eu beau présenter toutes leurs excuses et s'écraser dans les médias sociaux, supprimer leur compte Twitter, n'empêche que le mal est fait et que ça ne passe plus en 2020, et c'est très bien. C'est la première fois que la société répudie si massivement l'univers du rugby. Les gens leur crachent dessus maintenant en Argentine, ils ne peuvent plus supporter ces fausses stars. Noir en janvier 2020. Un jeune homme de 19 ans avait été roué de coups à la sortie d'une boîte de nuit et il avait traité les stars du rugby argentin de noirs de merde. Voilà, à propos des Noirs toujours, et j'en resterai là pour ce soir. Vous savez que la semaine dernière, j'ai parlé du racisme anti-noir qui sévit durement dans le nord de l'Afrique, au Maghreb. Eh bien, je ne savais pas qu'il y avait, au même moment où je vous parlais, des manifestations de femmes veuves et mamans d'orphelins qui ont été victimes d'attaques racistes entre 1989 et 1991. Et il y a eu des arrestations suite à ces rassemblements pour réclamer justice de crimes racistes, donc en Mauritanie, des Noirs, qui sont gouvernés essentiellement par des Maures et des Arabes. Mais le gouvernement a reculé et a libéré 42 personnes qui avaient été arrêtées lors de ce rassemblement. Donc comme quoi, en Mauritanie aussi, ça avance. Il n'y a pas qu'en Tunisie qu'il y a des lois qui favorisent enfin la question des Noirs, ça avance aussi en Mauritanie. Un tout petit mot quand même sur la question du patriarcat. Je finis cette chronique par une petite devinette. Est-ce que vous savez dans quel pays du monde est-ce que l'Assemblée est la plus mixte? Dans quel pays du monde est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes au Parlement? À votre avis? Est-ce que c'est en Suède? Est-ce que c'est en Norvège? Est-ce que c'est un truc comme ça? Eh ben non, c'est pas du tout ça. C'est à Cuba. Eh oui, c'est à Cuba, ce pays révolutionnaire où il y a 53% de femmes au Parlement, y compris beaucoup de femmes jeunes et y compris beaucoup de femmes noires.
Voilà un petit mot sur Cuba d'ailleurs, où il y a actuellement une révolte historique inédite des artistes. Précision aussi sur l'Amérique latine, c'est vraiment la galère en Amérique latine. Une information est tombée aujourd'hui. Une personne sur trois en Amérique latine n'a pas eu accès, n'a pas eu assez à manger en 2019. Il y a une vraie crise alimentaire dans tout le continent sud-américain et la situation ne fait que s'aggraver avec la pandémie. Et hélas, les femmes seront toujours les premières victimes parce que quand la situation se tend, c'est sur les femmes que ça retombe. Voilà, ben, sur ces quelques nouvelles variées, peut-être un peu moins souriantes que d'autres fois, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la bobine romanaise. Bonne nuit tout le monde!